Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez très très bien. Il y en a qui étaient vraiment très impatients de pouvoir commencer. Et moi aussi d'ailleurs, parce que, ok, c'est bien, cool. Ok, bon, je pense que tout le monde a un bon son, hein. Ok, super, super. Bon, alors aujourd'hui, on va faire un peu une initiation. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, certains pourraient se dire que ça va les ennuyer parce que eux, ils ont déjà les bases en trading. Mais ce que je vais vous dire, c'est ceci. Peu importe la discipline, d'accord? Peu importe la discipline. Ce que je veux dire n'est pas valable uniquement pour le trading. Peu importe la discipline, les bases sont les choses les plus importantes. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est vrai ce que je vous dis. Moi, il a fait l'expérience dans plusieurs domaines. Très souvent, les bases, un champion, un vrai champion, c'est quelqu'un qui maîtrise les bases de sa discipline. D'accord? C'est Bruce Lee qui a dit ceci. Je n'ai pas peur de celui qui maîtrise 1000 coups de pied différents, mais j'ai plutôt peur de celui qui maîtrise, celui qui a pratiqué un coup de pied 1000 fois. Vous voyez un peu? Donc, les bases sont les choses les plus importantes quand on prend une discipline et qu'on veut l'étudier. Vous n'allez jamais voir un trader qui va vous dire que lui, actuellement, il est devenu tellement bon que les supports et résistances ne l'intéressent plus ou bien que lui, il a déjà dépassé le niveau des supports et résistances. Non, vous n'allez jamais trouver un trader qui va vous dire ça. Et de plus, vous n'allez jamais trouver un trader qui va vous dire que lui, maintenant, il est tellement fort que les droites de tendance, il s'en fout. Non, jamais. Tous les traders qui sont bons dans les bases. Donc, si quelqu'un veut revoir avec vous les bases, ne vous dites jamais que vous connaissez déjà les choses basiques et que vous voulez quelque chose d'avancé, d'avancé, d'avancé. OK? Donc, revenir sur les bases, c'est toujours très intéressant. Donc, je vais revenir avec vous un peu sur les choses basiques. Donc on va partir du fait que aucun de nous ne maîtrise déjà ce que c'est que le trading. D'accord? On va partir de cette hypothèse. On va se dire que nous sommes tous des débutants. Bien évidemment, je sais qu'il y a déjà des gens qui connaissent déjà un peu ce que c'est que le trading et tout le reste. Mais concentrez-vous et restez enseignable. Il y a quelque chose qu'on appelle le degré d'enseignabilité. Celui qui perd en enseignabilité, il a tout perdu. Celui qui se dit, oui, je connais déjà, il a tout perdu. Parce que même les hommes les plus riches du monde apprennent de ceux qui sont moins riches que dans des domaines spécifiques. Donc, peu importe ce que vous savez, déposez ça quelque part et faites comme si vous ne savez rien. D'accord? Vous allez forcément redécouvrir des choses qui vont vous intéresser. Donc, rapidement, je vais vous partager maintenant mon écran et vous montrer un peu. On va partir à zéro, comme je viens de le dire. D'accord? Et rester concentré, comme si vous ne saviez rien du tout du trading. D'accord? Et on ne va pas utiliser majoritairement les PowerPoint, hein. Je vais surtout revenir sur le graphique parce que moi, j'aime quand on enseigne par la pratique. D'accord? Je n'aime pas quand tout le temps on montre des PowerPoint. D'accord? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Les autres ont le son. Il faut se connecter Oui, au oui, son oui, pour oui, avoir là, le on a le son. son. OK, d'accord. Super. Alors, donc, les bases du trading pour les débutants. D'accord? Même si vous n'êtes pas débutant, ça va vous intéresser. Alors, c'est quoi le trading selon vous? Le trading, c'est tout simplement, euh, disons, c'est un terme anglais qui signifie commerce. Je sais que vous avez entendu ça 1000 fois. C'est un terme anglais qui signifie commerce. Mais après, ce terme a été adopté par les opérateurs de marché pour désigner leur activité. Donc, l'activité que nous on appelle aujourd'hui le trading, ce n'est pas à la base de ça qu'on appelle le trading. D'accord? Le trading, c'est juste du commerce en anglais. Mais dans le reste du monde, c'est-à-dire les francophones, les Allemands et tout le reste, ont adopté ce terme anglais pour désigner un opérateur de marché.
Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qu'on appelle plutôt le trading en ligne. Le trading en ligne, c'est ça que vous voyez un peu à l'écran. Donc, vous voyez un monsieur qui est devant son graphique et qui essaye d'analyser les marchés, prendre des positions. Donc, je vais vous expliquer un peu comment tout cela se passe. Donc, le trader, il est comme un commerçant. Il achète ce qu'on appelle des CFD. Je vais vous définir après ce qu'on appelle CFD. Il achète des CFD et il les revend pour encaisser des bénéfices. D'accord? Donc, si on prend un actif, en supposant que vous êtes trader, vous êtes commerçant, vous achetez un truc à 1000 francs, vous essayez de le revendre à 1500 pour gagner 500 francs dessus. Donc, vous faites en quelque sorte du trading. Parce que à la base, quand vous avez acheté la chose, ce n'est pas pour son utilité. C'est parce que vous vous attendiez à ce que le prix grimpe pour que vous puissiez revendre pour encaisser le bénéfice. On appelle ça de la spéculation. On achète uniquement dans le but de faire un profit sur la variation des prix. J'achète ce BIC parce que je sais que dans un mois, ça vaudra plus et je vais pouvoir revendre. Donc, je n'ai pas acheté ce BIC pour pouvoir écrire avec. J'ai acheté ça uniquement parce que je sais que son prix va augmenter et je vais revendre pour encaisser un bénéfice. C'est ça qu'on appelle faire du trading. C'est aussi simple que ça. Maintenant, en dehors de l'achat-vente, il y a une autre opération qu'on va voir tout à l'heure. Celui qui écrit sur le truc, ce n'est pas bon. Restez discipliné pour qu'on puisse évoluer. Bon. Vous voyez là, les gens sont au marché. Vous voyez? Et si vous allez au marché, c'est un peu comme quand vous prenez votre graphique. Vous allez sur le marché. On dit, vous allez sur le marché, mais pour faire un parallèle avec le monde réel, pour pouvoir bien comprendre, c'est un peu comme aller au marché aussi. Quand vous allez au marché, qu'est-ce que vous faites? Vous parcourez les étagères. Donc, nous, on fait quoi? Nous, on parcourt les marchés, les différents instruments. On va peut-être aller jeter un coup d'œil sur l'euro-dollar, sur un autre actif, sur un autre actif. Qu'est-ce qu'on recherche? On essaye de voir quels sont les produits ou quels sont les actifs qui, si on achète maintenant, vaudra plus cher. Par exemple, si vous allez au marché et que vous voyez que bientôt, ce ne sera plus la saison des tomates et que les tomates vaudront très cher, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un maximum de tomates que vous allez stocker. Et quand ce sera cher, les autres vont dépenser beaucoup, mais vous n'allez plus dépenser. Et si vous voulez même, vous pouvez revendre cette tomate-là que vous avez achetée moins cher pour pouvoir faire des bénéfices. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu le même principe. Donc, une fois que vous qui êtes débutant total, dites-vous que ce que vous voulez apprendre, c'est un métier où on va au marché et on essaye de trouver des produits qui vaut moins cher aujourd'hui et qui vaudront plus cher demain pour pouvoir les revendre demain. Donc, c'est aussi simple que ça, le trading. Maintenant, en pratique, comment le trading fonctionne? En pratique, vous n'allez pas voir le produit. Et ce que vous achetez, ce n'est pas en réalité les actifs même. Par exemple, un trader, quand il va sur son marché, il achète du pétrole américain, par exemple, on ne va jamais lui livrer de pétrole. Quand vous achetez du pétrole depuis votre interface de trading, si on achète un actif en ligne via notre espace de trading, donc depuis MetaTrader par exemple, on ne va jamais nous livrer ça. Parce qu'on n'a pas acheté l'actif même, on a acheté ce qu'on appelle un produit dérivé, donc CFD. C'est comme quand on fait du calque, on prend une image et c'est comme quand on prend une image et on calque ça sur une feuille. Ce n'est pas l'image même, c'est son calque. Donc, ce que nous, on trade, c'est les CFD. C'est des contrats pour la différence. C'est des produits purement spéculatifs. Donc, quand vous achetez ça, vous n'allez jamais être livré. À aucun moment, vous n'allez recevoir ce que vous avez acheté. Vous avez acheté ça uniquement pour revendre. C'est pour ça qu'on appelle CFD. C'est des produits dérivés. D'accord? Donc, en pratique, vous allez voir quelque chose comme ça, comme le vert là. Je ne sais pas si vous voyez le curseur. Voyez, donc, ça, ce sera les prix qui seront en train de bouger. Et à chaque moment, vous allez décider si le prix est suffisamment haut ou si c'est suffisamment bas. Donc, vous allez avoir un graphique comme ça. Vous allez avoir le prix qui sera en train de bouger, un peu comme ce que vous voyez ici. Donc, c'est le coût de votre CFD. Ça peut être CFD sur pétrole, CFD sur or, CFD sur une devise, tout ce que vous voulez, d'accord? Ça peut être une devise, ça peut être l'or, ça peut être le pétrole, ça peut être les matières premières, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc, son prix varie sans cesse.
Ouais, c'est un peu comme le prix de l'essence. Vous pouvez prendre l'essence à la station maintenant et puis quelques heures plus tard, l'essence aurait changé de prix. Ouais, c'est un peu comme ça. Le prix change sans cesse. Et une ligne comme ceci sera en train de bouger pour montrer le prix actuel. Et à chaque moment, vous allez, un peu comme quelqu'un qui se promène au marché, vous allez voir si le prix vous convient pour que vous puissiez acheter. Et le prix vous convient si vous pensez que le prix est bas et qu'après, vous allez pouvoir racheter. Vous allez pouvoir revendre plutôt pour encaisser un bénéfice. D'accord? Donc, voilà un peu comment cela se passe. Donc, le prix bouge comme ceci et arrivé à un moment, vous décidez si vous voulez acheter ou vous vendez. Donc, si vous achetez et que le prix monte, vous revendez ici, vous avez fait des gains. Donc, vous êtes toute cette zone, c'est votre zone de gain. Parce que si le prix bouge d'un pips, si le prix bouge une seule fois même, vous avez au moins 1 franc de gain. Vous voyez, non? Donc, au fur et à mesure que le prix monte, vous avez un gain potentiel. Et dès que vous revendez, vous encaissez. Donc, c'est comme quelqu'un qui achète. On va prendre un exemple tout à l'heure. Donc, si vous achetez, par contre, et que le prix commence à baisser, là, vous êtes en train de faire une perte. D'accord? C'est comme ça que le trading se passe en pratique. D'accord? Celui qui achète et que le prix commence par baisser, il est en perte. OK. Donc, je disais, si vous achetez et que le prix baisse, vous perdez. Donc, quand j'achète, c'est comme si je dis, je pense que cet actif, son prix va augmenter. Si je vends, ça veut dire que je pense que ce prix va baisser. D'accord? Donc, celui qui achète ici, quand le prix monte et qu'il revend, il fait un gain. Celui qui achète là, quand le prix baisse et qu'il revend, il fait une perte. D'accord? Donc, voilà le cas de la vente aussi. Le prix bouge, 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 vous vendez. Vous vendez, ça veut dire quoi? Vous estimez que le prix va baisser. D'accord? Donc, si ça baisse, vous avez raison. Vous faites profit. Si ça monte, vous avez tort et vous perdez. D'accord? C'est très simple. Très, très simple. Donc, voilà un exemple. Donc, on prend un actif ici quelconque. D'accord? Et c'est à 1544. Et la personne décide d'acheter. Et qu'est-ce qu'on a dit? S'il décide d'acheter, ça veut dire quoi? Qu'il estime que le prix va monter et il va pouvoir revendre pour encaisser un bénéfice. Mais voilà que quand il a acheté à 1544, le prix s'est mis à faire quoi? À baisser. Vous voyez? Et à un moment donné, il était obligé de revendre. Mais comme on le dit, pour ceux qui comprennent fond, Estado à quoi goudo. Donc, il a vendu ça moins cher que le prix auquel il a acheté. Donc, il a fait des pertes. Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. Vous voyez que c'est un peu comme du commerce, non? Il achète le produit baisse de prix et il vend ça moins cher que le prix qu'il a payé quand lui-même il a acheté. Donc, il a perdu en quelque sorte. Bon, pas en quelque sorte, il a perdu. Donc, il y a l'opération contraire. Il y a quelqu'un qui est un peu plus intelligent que l'autre ou bien qui dispose d'outils d'analyse meilleurs que l'autre. Et donc, lui, il a acheté à 1504. Et vous voyez, lui, il a eu raison. Le prix a tout simplement monté à 1544. Donc, lui, il fait comme ça quoi? Il fait un gain de 40 $. Vous voyez un peu, c'est tout simplement comme ça que le trading se passe. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Alors, maintenant, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, c'était en prix. Bon, si on prend par exemple le marché des crypto-monnaies, c'est un peu comme ça. On a les prix. On va dire le Bitcoin est à 20 000 $. Le Bitcoin est à ceci. C'est très facile quand c'est comme ça. Ce que j'ai donné comme exemple tout à l'heure, vous avez vu, non? On a dit 1540 et ça a baissé à 1504. Donc, c'est très simple. Mais par exemple, quand on prend le Forex, les choses ne sont pas en prix. D'accord? Les choses sont en pips. Le pips, c'est un peu comme le kilo ou bien le mètre. Ça permet de mesurer le mouvement qu'il y a sur le marché. Vous comprenez? Ça permet de mesurer le mouvement, l'amplitude du mouvement. Si vous dites que vous avez acheté l'euro-dollar et que le prix a monté, combien ça a monté? On va vous dire ça en pips. D'accord? Et donc, il existe deux types de pips sur le Forex. Toutes les paires
où il n'y a pas le yen japonais, le pips, c'est le quatrième chiffre après la virgule. D'accord? Donc, si ça bouge ici, si vous achetez quand c'est à 1,132, donc 132, donc disons que 1,132, et puis un derrière, bon, disons 1,1321, d'accord? Et que ça passe à 1,1322, ça veut dire que vous avez gagné un pips. Et c'est le pips qui est converti automatiquement par MetaTrader pour vous donner la valeur en argent de ce que vous avez gagné. C'est ça qui fait que quand on a plus de capital, on gagne plus parce que vous pouvez prendre les mêmes positions, gagner le même nombre de pips, mais c'est en fonction de son capital et du lot qu'il a tradé. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout le reste après. Que lui va gagner, d'accord? Donc, le pips pour les paires, là on parle du forex. J'ai dit, pour les cryptos, on évalue ça en devise locale ou en dollars. Donc, on va dire 20 000 dollars, 30 000, c'est très simple. Pour les actions aussi, c'est la même chose. Pour les actions, on va dire que cette action coûte 10 dollars, 15 dollars. Donc, ce que vous gagnez, vous connaissez ça rapidement. Mais quand on dit dollars, euros, ça coûte 25 euros, ça coûte 10 euros, c'est très simple. Mais quand il s'agit des devises même, comment évaluer la valeur de la devise même? C'est là que le PIB entre en jeu. Vous voyez un peu? Donc, ici, on va dire que si ça bouge à ce niveau, si le dernier chiffre qui est le cinquième chiffre bouge, vous n'avez pas encore gagné un pips. Mais quand ça bouge jusqu'à 10, un va s'ajouter ici. C'est là que vous gagnez un pips. Si ça bouge encore jusqu'à 10, un va s'ajouter, vous gagnez 2 pips, 3 pips, 4 pips, 5 pips, 6 pips. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que ça se passe. Maintenant, les paires qui sont en yen japonais, donc JPY là, c'est le yen japonais. On ne va pas pouvoir expliquer toutes ces choses-là. C'est pour ça que, bon, vous avez vu que je ne vous ai pas trop parlé des paires de devises. Comprenez juste que c'est aussi des actifs. Quand quand vous irez dans MetaTrader, vous n'aurez pas besoin de plus d'informations pour pouvoir trader. D'accord? C'est juste un actif qu'on appelle euro-dollar. Retenez ça comme ça, c'est la manière la plus simple de retenir. D'accord? Maintenant, comme c'est des paires de devises, comme c'est des devises, hein, on ne peut pas les évaluer, dire que telle devise coûte 20 dollars ou coûte 30 dollars. Non. Les devises, c'est des variations minuscules qu'on compte en pips. D'accord? Et le pips, c'est le quatrième chiffre après la virgule. Pour les paires, pour les autres paires. Mais dans les paires en JPY, le pips, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, quand le deuxième chiffre va bouger, vous aurez que vous avez gagné un pips. D'accord? Voilà. Donc, on va continuer. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement du marché. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que si vous estimez que le prix va monter, vous allez acheter. Si vous estimez que le prix va baisser, vous allez vendre. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui fait bouger le prix? Sur le marché, sur le marché, il y a deux forces qui s'opposent. C'est un peu ce que vous voyez à l'écran. Le taureau symbolise les acheteurs. Vous voyez, je vais vous montrer une autre image qui va mieux illustrer la chose. Voilà, le jeu de cordes, c'est un peu ça. Vous voyez, d'un côté, il y a les acheteurs et de l'autre côté, il y a les vendeurs. Vous voyez, les acheteurs tirent le marché vers le haut. Eux, ils pensent que le marché va monter. Et le marché, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de personnes qui pensent que ça va monter, ça va monter. C'est comme les crypto-monnaies. On dit que les cryptos ont la valeur qu'on leur donne. Donc, plus il y a des gens qui pensent que cette crypto va monter, va monter, va monter, et ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils augmentent la demande de cette crypto et la demande absorbe l'offre et fait monter le prix. Donc, les acheteurs sont d'un côté, les vendeurs sont de l'autre côté et chacun tire de son côté. Vous voyez, si les acheteurs sont plus forts, ils vont prendre la main, ils vont réussir à entraîner le marché dans leur direction. Et si les vendeurs sont plus forts, eux aussi ils vont entraîner le marché dans leur direction. Donc, ce que vous faites en réalité, si on va aller encore plus dans les détails, c'est que vous choisissez votre camp pour lutter avec votre camp. Et vous analysez le marché pour savoir quel camp pourrait avoir l'avantage. Vous voyez un peu? C'est un peu comme ça. Donc, vous décidez si vous devez être acheteur ou vendeur en fonction de l'analyse, bien sûr. Vous verrez comment on fait l'analyse plus tard. Donc, il y a deux forces qui s'opposent sur le marché. Une force acheteuse et une force vendeuse. D'accord? Et ils se tirent comme ça.
Donc, ceux qui sont les plus nombreux ou les plus forts, vous voyez ici, il y a 3 personnes, mais si ces 3 personnes sont plus fortes que les autres, ils vont réussir à les tirer. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de discussions, de messages dans le chat. Hein. Pour ceux qui n'entendent rien, c'est votre connexion. Donc, il y a les forces, il y a les 2 forces qui s'opposent sur le marché. Donc, il y a le bullish. Bullish, là, ça veut dire haussière. Et bear, ça veut dire, on dit bear market, ça veut dire que le marché va baisser ou bien le marché est en train de baisser. D'accord? Donc, la force qui prend le dessus entraîne le marché dans son sens. Si les acheteurs sont plus forts, ils vont entraîner le marché à la hausse. Et si les vendeurs sont plus forts, ils vont entraîner le marché à la baisse. Et donc, vous devez choisir un camp. Voilà, donc on dit comment choisir son camp entre les vendeurs, ceux qui pensent que le marché va baisser, et les acheteurs, ceux qui pensent que le marché va monter. Comment vous, en tant que trader, vous pouvez choisir votre camp. C'est de ça, en réalité, qu'il s'agit. D'accord? C'est ça la chose principale. Donc, pour choisir votre camp, vous faites ce qu'on appelle l'analyse du marché. D'accord? Vous faites ce qu'on appelle l'analyse du marché. Alors, l'analyse des marchés. L'analyse des marchés, c'est ce que vous faites pour pouvoir décider de quel camp vous allez choisir. Maintenant, pour choisir votre camp, pour voir si vous pensez que entre les acheteurs et les vendeurs, ce sont les acheteurs qui vont prendre le dessus ou si ce sont les vendeurs qui vont prendre le dessus, avant que vous ne vous fassiez une opinion, vous devez analyser le marché. Et pour analyser le marché, il existe 2 branches fondamentales. D'accord? Il y a la première branche qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est quand on prend le graphique et on analyse les prix. Je vais redonner l'exemple dans la vie réelle. Quand le temps vient où les gens produisent suffisamment de noix d'acajou et ceux qui font du trading de noix d'acajou, c'est-à-dire ceux qui exportent les noix d'acajou, commencent par acheter pour exporter. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont l'information, ceux qui ont la connaissance, les savants. Eux, ils analysent le marché. Donc, ils vont chercher à voir s'il y a de la demande. Si en Inde, il n'y a pas assez de noix d'acajou, les Indiens vont être nombreux cette année. Ça, ce sont les savants. Vous allez les voir, ils seront en train de discuter. Ils vont dire, ah, en Inde, il y a tel problème. Hein. Il y a eu des feux de camp qui ont débordé, qui ont brûlé les plantations d'acajou. Il y a pas eu beaucoup de pluie au Brésil. Les Brésiliens vont venir très nombreux au Bénin pour acheter d'acajou. Eux, ils analysent ce qui se passe actuellement. D'accord? Ils prennent des informations, ils sont informés, ils ont la connaissance et ils sont informés. Et ils prennent ces informations actuelles-là pour décider, ah, il y aura beaucoup de demandes. Hein? Les Brésiliens vont venir massivement, les Indiens aussi, ils vont venir. Donc, il y aura beaucoup d'acheteurs et le prix va flamber, le prix va monter très fort cette année. Le prix d'acajou va monter vraiment cette année. Et ils vont se baser sur ces informations qu'eux, ils ont pour acheter une grande quantité de noix d'acajou qu'ils vont stocker et attendre que le prix monte. Ça, on va dire qu'ils font de l'analyse fondamentale. Ils utilisent des informations actuelles. Ils savent ce qui se passe. Ils savent qu'il y aura beaucoup d'Indiens qui vont venir, beaucoup de Chinois qui vont venir et ils ont ces informations. Maintenant, si vous n'avez pas ces informations, comment vous faites? Les bonnes dames qui sont au marché, qui n'ont pas les informations, qui ne sont pas lettrées et qui font aussi du trading de noix d'acajou. Qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils utilisent les informations passées. Vous allez les voir au marché, ils seront en train de dire l'année passée, en septembre, le sac valait tel prix. Et donc, eux, ils vont se baser sur les informations passées, donc les statistiques passées pour savoir si eux, ils vont acheter ou si au contraire, il faut qu'ils commencent par vendre. D'accord? Donc là, on va dire qu'eux, ils font de l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est utiliser les données passées pour prédire l'avenir. Donc, on va se dire, si en septembre passé, le prix n'a pas pu dépasser 20 000, je pense que cette année aussi, en septembre, le prix ne va pas dépasser 20 000. D'autres vont se dire, si en décembre, le prix avait atteint, ceux qui n'entendent rien, calmez-vous.
la séance est enregistrée. Je ne sais pas quoi faire pour vous aider. Il n'y a personne à la porte. Il n'y a personne à la porte. Si vous n'entendez rien, connectez-vous à l'audio. Regardez en bas sur votre téléphone, il y a un casque. Cliquez sur le casque et appuyez sur se connecter à l'audio et vous aurez le son. Par rapport au fait que les gens soient à la porte, il n'y a personne à la porte. Je revois ça, il n'y a personne. D'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas une bonne connexion. La séance est enregistrée. Après, je donne ça à mon équipe. Ils vont essayer de monter ça et je vais vous balancer ça. Donc, calmez-vous. Bon, au moins pour cette fois, on va faire comme ça. Alors, donc, ceux-là, on va dire qu'ils font de l'analyse technique parce qu'ils se basent sur les données passées pour prédire l'avenir. Et les autres, on va dire qu'ils font de l'analyse fondamentale parce qu'eux, ils se basent sur les données actuelles. Donc, ils vont chercher les infos. Voilà. Maintenant, dans le trading aussi, c'est la même chose. Il y a nous, les traders particuliers, on n'est pas dans les circuits. Vous voyez? Donc, l'analyse technique est notre arme principale parce que nous, on n'est pas dans les circuits pour connaître les infos du marché. Avant que nous, on ne sache ce qui se passe, eux qui sont dans les circuits, les grands banquiers, les grands propriétaires de fonds d'investissement, eux, avant que nous, on ne sache ce qui se passe sur le marché, s'il y aura des demandes ou pas, là, eux, ils savent déjà. Nous, on n'a pas les infos. Donc, nous, on se fie à l'analyse technique. Maintenant, les autres qui ont les infos, eux, ils font l'analyse fondamentale et ils font aussi l'analyse technique. Parce que l'analyse technique permet de retracer un peu tout. D'accord? On va y revenir plus tard. Maintenant, quand on prend l'analyse technique, il y a aussi deux branches. Il y a l'analyse moderne. Donc, il y a des outils qui sont un peu comme des logiciels. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Deuxième partie, là, c'est sur MetaTrader Direct. D'accord? Donc, il y a des logiciels qu'on appelle indicateurs, qu'on installe dans MetaTrader et qui nous aident. C'est ça qu'on appelle l'analyse moderne. Parce que c'est un moderne, on utilise le logiciel. Vous voyez? Et il y a l'analyse chartiste, qui est plus vieille. Vous voyez? C'est des gens qui ne vont pas utiliser ces petits logiciels qu'on appelle indicateurs. Eux, ils vont tout simplement utiliser les graphiques uniquement avec des outils archaïques qu'on appelle support, résistance et droite de tendance et autres petits outils comme ça qui ne sont pas des outils modernes. Vous voyez un peu? Et ils vont faire leur analyse de cette façon. Maintenant, dans le côté aussi analyse fondamentale, il y a ceux qui traitent les news. Les news, ce sont les infos qui sortent, les petites statistiques qui sortent. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe tout à l'heure. Et il y a les fondamentales traders qui traitent sur le long terme. Donc, eux, ils vont dire si l'économie du pays va bien, par exemple, si l'Europe se porte très bien, l'économie du pays va bien, peu importe les petites fluctuations du marché, là, tôt ou tard, le marché va monter. Vous voyez, c'est comme sur les crypto-monnaies, par exemple, où les gens disent que le Bitcoin, peu importe les petites fluctuations temporaires, le Bitcoin va monter. Ils achètent et ils conservent. C'est du très long terme. C'est ça qu'on appelle fondamental trading. Les news trading, s'il y a une petite information qui va faire bouger le prix un peu, vous vous positionnez dessus. D'accord? On va voir ça en détail. Maintenant, on va commencer par aller un peu dans le fond avec l'analyse. Mais avant ça, je vais essayer de vous montrer un peu d'abord les choses sur le graphique avant de parler de la tendance. D'accord? Bon, avant ça, je ne sais pas s'il y a des gens en attente. Je vais valider. Il n'y a personne. D'accord? Il n'y a personne qui attend. OK. Donc, je fais partage. Je vais essayer de partager MetaTrader. D'accord? OK. Donc, je vais effacer les objets. Voilà. Donc, voilà un peu. Ce que je vous disais, je vais vous montrer ça en live. D'accord? Donc, quand vous prenez un marché, c'est un peu comme ça que ça se présente. D'accord? Ça peut être comme ça. Donc, là, on va dire que c'est un graphique en ligne. D'accord? Ça peut être comme ceci. On va dire que c'est un graphique en bas. Je vais vous donner de petits documents qui vont vous aider pour ces petits détails-là. D'accord? Nous, on va apprendre vraiment les choses essentielles, ce qui peut vous permettre de rapidement commencer par trader. D'accord? Parce que je sais que c'est ça que vous aimez. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, le graphique qu'on utilise de plus, c'est ceci. On va étudier ça plus en détail après parce que ce graphique, ça s'étudie. D'accord?
Mais ce que vous pouvez comprendre d'abord ici, aujourd'hui, sans avoir beaucoup de connaissances, c'est que c'est comme ça que les prix des actifs bougent. Ici, on est sur l'euro-dollar. Et vous voyez, le prix monte et descend. C'est un peu comme des zigzags. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça qu'on appelle le prix. Donc, les coûts de vos CFD en question. Donc, quand quand on se balade sur le marché, c'est des choses comme ça. On peut zapper, aller sur un autre marché, aller sur un autre et voir comment ça se passe. Vous voyez, donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et à chaque moment, vous devez décider si vous achetez ou si vous vendez. Donc, on suppose que quelqu'un, quand le marché est ici, donc, on suppose que quand le marché est ici, quelqu'un achète et que ça monte jusqu'ici. La personne va prendre son profit et il va gagner. Ouais, si c'est ici, quelqu'un dit, ah, pour moi, ici, là, c'est bas. Ouais, quand c'est ici, par exemple. Et la personne se dit que le prix va monter et il achète ici, là où j'ai mis la ligne rouge. Donc, pour acheter, ce n'est pas compliqué. Hein, je vais vous montrer ça. Pour acheter, vous appuyez juste sur Buy. Je vais mettre bon, mon bouton de trading automatique n'est pas là. Donc, sûrement que la connexion n'est pas très bonne. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Donc, la personne voit que le prix est ici et lui, il achète parce qu'il pense que ça va monter. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a baissé. Donc, cette personne, elle va tout simplement perdre de l'argent. Vous voyez? Maintenant, si ça avait monté, la personne aurait fait de profit. Vous voyez un peu? Et de combien ça a monté là, si on veut savoir de combien ça a baissé, combien la personne a gagné, on va voir ici. Vous voyez ici, il y a les prix. Ouais, donc ici, c'était à 1,609. Ouais, donc on va voir de combien ça a baissé. On va évaluer ça en pips. Et on va dire, on va regarder le quatrième chiffre après la virgule. Et on va se dire, ça a baissé de 20 pips. Donc le quatrième chiffre a baissé de 20. Vous voyez, quand ça baisse, ça montre au troisième chiffre, au deuxième chiffre. Vous savez comment ça se passe pour les chiffres. Donc, on va se dire, ah, quand il a acheté, ça a baissé de 20 pips. Donc, il a perdu 20 pips. Et on va évaluer maintenant ces 20 pips après en dollars pour dire, ah, il a perdu 20 pips et ça lui a coûté 20 dollars. Donc, il a perdu 20 dollars. Comment on évalue les pips là? Je vais vous montrer ça tout de suite. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu l'introduction qu'on a faite là. C'est ça que je voulais vous montrer sur le graphique. La tendance. Alors, la tendance. Donc, ça peut intéresser ceux qui sont de niveau intermédiaire et en même temps ceux qui sont débutants. D'accord? Alors, la tendance, c'est, comment dire? On dit, il y a une phrase qui est la phrase la plus célèbre, on peut dire, dans le monde du trading, qui dit, la tendance est ton ami. Donc, c'est quoi la tendance? Quand on veut commencer par apprendre l'analyse, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est la tendance. D'accord? La tendance. La tendance, il y a trois types de tendances. D'accord? On a ce qu'on appelle la tendance haussière, on a ce qu'on appelle le range, on a ce qu'on appelle la tendance baissière. Tendance baissière, comme vous pouvez déjà le voir sur l'image, ça veut dire que le prix baisse. Donc, on a des plus bas. Donc, ça, c'est une petite notion. On appelle ça plus bas. On dit plus bas. Donc, d'autres appellent ça swing low. Donc, c'est ça, qui sont de plus en plus bas. Et les plus hauts, qui sont aussi de plus en plus bas. Donc, vous savez, comme je l'ai dit, le marché évolue sous forme de zigzag. Si le marché allait tout droit sans corriger, ce serait trop facile. Donc, ça fait des zigzags. D'accord? Mais dans son zigzag, ça suit des structures. Et ça, c'est l'une des structures qu'on est en train de voir. D'accord? Quand le marché est en train d'évoluer, je vais vous montrer ça sur le graphique. Vous voyez, par exemple, dans cette zone, je vais quitter une minute là. Hein, c'était pour vous montrer juste le spread. D'accord? Donc, je vais aller sur H4. Voilà. Quand on prend par exemple cette zone, quand on prend cette zone, par exemple, vous pouvez voir que le marché fait des zigzags. Hein?
Mais comme un escalier, ça monte. D'accord? Parce que ça fait, quand ça veut corriger vers le bas, ça ne va pas aussi bas que le bas précédent. Vous remarquez ça? Oui. Sont plus bas. Ces plus bas sont de plus en plus hauts. Oui. Comme un marche d'escalier. Oui. Quand ça veut aller en bas, ça ne va plus, si ça ne va plus toucher jusque le plus bas récent. Vous voyez? Donc, ça fait des plus bas de plus en plus hauts. Et c'est ça qu'on appelle plus bas de plus en plus haut. D'accord? Et plus haut de plus en plus haut. Vous voyez un peu? Donc là, on va dire que le marché est en tendance haussière parce que ça fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Alors pourquoi, bon, je vous explique d'abord la tendance baissière. La tendance baissière, c'est le contraire, d'accord? C'est un peu comme ce que ça a fait ici, à très court terme. Donc, ça va commencer par faire des plus bas qui seront de plus en plus bas. Donc, on peut encore définir la tendance. La connexion est instable. Bon, on peut encore définir la tendance comme la direction majoritaire du marché. Ça fait des zigzags, mais majoritairement, ça va dans un sens donné. Donc, on a ce qu'on appelle les mouvements impulsifs et les mouvements correctifs. Un mouvement est dit impulsif quand c'est long. Donc, quand on est en tendance haussière, je vous donne comme ça plusieurs définitions. Hein. Tendance haussière, tendance baissière et range. D'accord? Tendance haussière, le marché fait des plus hauts, de plus en plus hauts, comme ce que je vous ai montré, et des plus bas, de plus en plus hauts. Tendance baissière, le marché fait des plus hauts, de plus en plus bas, et des plus bas, de plus en plus bas. On peut encore dire que la tendance, c'est la direction majoritaire du marché. Et on peut dire que la tendance, c'est quand le marché fait des mouvements impulsifs dans un sens donné. Donc, les mouvements impulsifs, c'est les longs mouvements et les mouvements correctifs, c'est les courts mouvements. Donc, quand les mouvements impulsifs sont haussières, sont vers le haut, on va dire qu'on est en tendance haussière. Et les petits mouvements sont vers le bas, un peu comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu cela qu'on appelle la tendance. Et si je reviens sur mon écran, ici, PowerPoint, vous pouvez voir qu'on vous a montré un peu les tendances. Donc là, on a la tendance haussière et là, on a la tendance baissière. Et là, entre les deux, on a ce qu'on appelle le range. Le range, c'est quand la direction majoritaire, c'est horizontale. Le marché reste dans une fourchette de prix donné. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Ça monte un peu, ça redescend jusqu'à atteindre le même niveau. D'accord? Donc, je vais reprendre le tableau blanc pour vous expliquer encore un peu plus la tendance. Parce que celui qui a compris la tendance a tout compris en trading. Hein. Celui qui a compris la tendance, il ne reste plus beaucoup de choses. Donc, essayez de bien comprendre la tendance. On va effacer les dessins là. Je vais vous montrer un marché, par exemple, qui monte. Donc, on fait un mouvement impulsif, un mouvement correctif, un mouvement impulsif, un mouvement correctif, un mouvement impulsif. Et là, on constate que le marché fait un mouvement correctif, remonte, mais le mouvement suivant revient jusqu'au niveau de ceci. Et si possible, dépasse. Là, c'est quelque chose qu'on appelle break in market structure. Je ne sais pas si les intermédiaires qui sont là, il y en a qui connaissent le SMC. On va en reparler plus tard. Mais là, on dit que la structure du marché est cassée. Parce que pour qu'on parle de marché haussière, d'un marché en tendance haussière, il faut que les plus hauts soient de plus en plus hauts et que les plus bas soient aussi de plus en plus hauts. Vous voyez, ce plus haut, ce plus bas plutôt,
est plus haut que le précédent. Donc, on va dire, oui, on est toujours dans la tendance haussière. Là aussi, on a fait un plus bas, plus haut que le précédent. Donc, on va dire, on est toujours dans la tendance haussière parce que le plus bas qu'on vient de faire est plus haut que le précédent. Donc, on est toujours dans la tendance haussière. Mais ici, quelque chose s'est passé d'anormal. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le plus bas qu'on a fait là est plus bas que le précédent. Là, on va dire, ah, il y a un truc qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la structure du marché est potentiellement cassée. Donc, on va dire break in market structure. Il y a cassure dans la structure du marché. Le marché vient de faire un faux pas dans la tendance. Donc, c'est un truc qu'il faut prendre en considération. Vous voyez un peu? Donc là, la tendance, là, il faut l'interroger. Il faut voir d'autres choses pour voir maintenant si elle continue ou pas. Parce que là, il y a une cassure dans la tendance. Vous voyez? Donc ça ne rentre pas dans la définition de la tendance haussière. Parce que la définition est faussée à partir d'ici. D'accord? Cela ne veut pas dire que vous devez prendre des décisions d'achat ou de vente à partir de là, hein, mais cela va vous aider à comprendre la tendance. D'accord? Donc là, la définition de la tendance haussière qui dit des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, la définition a été biaisée à partir de ce niveau. Quand vous tradez, je parle surtout aux intermédiaires, quand on voit ces choses-là au début, on pense que c'est des choses basiques et qu'on doit dépasser. Mais je vous ai dit au départ, un bon trader, c'est quelqu'un qui est solide dans les bases. Et un bon karatéka, c'est pareil. Un bon médecin, c'est pareil. Celui qui pense qu'il dépasse les bases, il a tout faussé. Donc, on va, on revient, on revient, et pop, on attend là. Là aussi, attention, il faut questionner la tendance à ce niveau aussi. Parce que là, on ne rentre plus non plus dans la définition de la tendance haussière. Là, à ce niveau, normalement, le plus aussi devrait être plus haut que le précédent. Mais là, les plus hauts sont au même niveau. Il y a aussi un autre cas. On fait comme ça. Et on a un plus haut qui est un peu plus bas même que le précédent. Là aussi, il faut s'interroger et il faut patienter pour voir ce qui se passe. D'accord? Et si au pire des cas, on s'arrête au même niveau et on fait un break in market structure, c'est-à-dire on casse la structure du marché en faisant un plus bas que le précédent, attention. D'accord? On ne rentre plus dans la définition de ce qu'on appelle une tendance haussière. On a eu un break in market structure. OK. Alors, donc après ça, à chaque fois que vous voyez les deux signes que je vous ai montrés dans une tendance haussière, il y a deux possibilités. Soit c'était une fausse alerte, donc le marché fait un break, mais c'était une fausse alerte. Le marché retombe sur un niveau plus solide et repart, ou soit on rentre en tendance, on rentre plutôt en range. Donc, on va commencer par évoluer de façon horizontale. Soit le marché fait un break, une market structure, comme ceci, et en remontant, ça fait un plus haut, plus bas que le précédent et enchaîne seulement les plus hauts, plus bas que les précédents et on passe en tendance baissière. Parfois, le marché peut quitter la tendance haussière, passer par le range et rentrer en tendance baissière. D'accord? Voilà. Donc là, on vient de faire un peu, bon, on n'a pas fini la tendance, mais on vient d'introduire un peu la notion de tendance. Donc, retenez bien la définition. Vous connaissiez la définition, mais vous n'en teniez peut-être pas compte. Je travaille avec beaucoup de traders intermédiaires qui connaissent bien la définition de la tendance, mais qui jamais, quand ils font des analyses, ne prennent en compte la définition pour définir la tendance du marché et ne prennent jamais en considération cela pour pouvoir trader. Donc, retenez bien, tendance haussière, il y a trois types de tendances sur le marché. Tendance haussière, le marché fait des plus hauts, de plus en plus hauts. Quand le marché marque un plus haut égal au plus haut précédent, il y a possibilité de ce qu'on appelle un double top
que les intermédiaires connaissent bien. On va revenir sur ça plus tard pour ceux qui débutent. Quand le marché fait, je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais montrer pour que bon, ceux qui ne suivent pas bien, quand le marché vient et fait un plus haut égal au plus haut précédent, comme j'ai dit, il y a possibilité de double top. Il n'y a pas encore double top, hein, parce que bon, il faudrait que la figure se confirme en bas. D'accord? Donc, il y a possibilité de double top. Quand le marché évolue, il y a possibilité d'entrer SMC quand le marché fait break in market structure. Donc, il y a possibilité de retournement. Il y a possibilité d'entrer en range. Il y a plein de possibilités, mais la tendance haussière est déséquilibrée et il faut prendre en compte cela avant de rentrer en position en se disant qu'on est en tendance haussière. D'accord? Voilà un peu pour la tendance. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. OK. Alors, donc, j'ai répondu à la question, j'ai dit, break in market structure ne suffit pas pour prendre position, mais essayez de combiner ça avec d'autres choses qu'on va voir plus tard, d'accord? Donc, voilà pour cela. Alors, à part la tendance, deuxième chose rapide qu'on peut voir, support et résistance. Donc, on appelle support et résistance des niveaux de prix horizontaux. OK. Support et résistance, c'est des niveaux de prix horizontaux qui font obstacle au prix. D'accord? Le marché évolue dans sa tendance comme ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et tombe sur un niveau de prix fort, d'accord? Un niveau de prix important. Le marché vient dessus, le marché a du mal à passer. Donc, le marché va rebondir une fois, deux fois sur le même niveau et au troisième toucher, la ligne sera validée. Vous pouvez tout simplement essayer de vendre, même si ce n'est pas aussi basique que ça. Pour les débutants, c'est comme ça d'abord qu'il faut expliquer. Après, il faut aller dans les choses avancées. D'accord? Donc, un support ou une résistance, c'est une ligne horizontale comme ça que le marché a du mal à passer. À partir de combien on peut estimer qu'une ligne est forte et que le marché n'arrive pas à passer? À partir de deux touchés. D'accord? À partir de deux touchés. Donc, on a un, deux. Donc, on peut estimer que ce niveau résiste au marché et appeler ça un niveau de support ou de résistance. Maintenant, on dit résistance quand c'est en haut et on dit support quand c'est en bas. D'accord? Donc, pour redéfinir, on va dire un niveau est un niveau de résistance quand c'est en haut et fait obstacle au prix. Quand c'est en bas et fait obstacle au prix, on va dire que c'est un support. Maintenant, une résistance cassée devient un support parce que ça passe en bas et ça résiste au prix, ça empêche le prix de passer en bas. D'accord? Si on va expliquer ça dans la vie courante, dans la vie ici, on va se dire quoi? Par exemple, si on prend le sac d'Acadou, peut-être que l'année passée, ça s'était arrêté à 20 000. La campagne s'était arrêtée à 20 000. Cette année aussi, ça s'est arrêté à 20 000. Donc, on va se dire que l'année prochaine, quand le prix va atteindre 20 000, beaucoup de personnes vont estimer que ça ne va pas dépasser les 20 000 et vont commencer par vendre leur stock, ce qui va faire chuter le prix. C'est ça qui fait qu'il y a des niveaux support et résistance. D'accord? Si ça touche deux fois et ça n'arrive pas à passer ce prix, vous pouvez tracer une ligne de résistance à ce niveau. Si ce n'est pas le bas, si c'est en bas, vous pouvez tracer une ligne de support à ce niveau. D'accord? Un peu comme ceci. Je prends un exemple ici. D'accord? Donc, vous pouvez tracer de cette façon. Et vous projetez jusqu'en avant. Hein, c'est juste pour vous donner un exemple que moi, je fais ça. Donc, si ça touche une fois, deux fois, vous tracez. Troisième fois, vous avez une opportunité d'achat potentiel. D'accord? On est au début encore. On n'est pas encore dans les choses avancées. De manière basique, c'est comme ça qu'on apprend d'abord support et
résistance. D'accord? Ici, vous avez une opportunité d'achat parce que vous vous dites, si le prix n'a pas pu baisser en dessous de ce prix ici et ici, ça veut dire que ici aussi, ça pourrait éventuellement rebondir. Vous voyez? Et donc, vous avez une opportunité d'achat potentielle. Et comme je vous l'avais dit, ou bien si je ne l'ai pas encore dit, en trading, rien n'est sûr. Les choses ne marchent pas toujours comme on le veut. Mais théoriquement, quand vous avez un, deux, troisième point, le marché devrait rebondir selon la théorie. D'accord? Donc, on va apprendre à tracer les supports et résistances la séance prochaine. D'accord? Cette séance était juste une séance d'initiation. Donc, je pense on a commencé à 20 heures. Donc, on a 8 minutes pour les questions par rapport à ce qu'on a vu.